L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 7 octobre 2020. COVID-19, 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Un financement de 959 000 $ est disponible pour les organismes de bienfaisance qui luttent contre la COVID-19. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide du public pour retrouver Daniel Deslauriers. Monseigneur Pierre Coudreau apporte des commentaires concernant un texte du Saint-Père. Le conseil de la MRC de Kamouraska rencontre Marie-Ève Proulx pour discuter des priorités régionales et relance sa cellule d'intervention COVID-19. Conservation de la nature Canada encourage la population, à laisser les feuilles mortes au sol. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 6 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1 736 personnes infectées. 37 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 1 145. 2 décès supplémentaires portant à 26 le nombre total de décès. Une personne décédée résidait au CHSLD Denis Marcotte à Thetford et l'autre personne décédée résidait à domicile. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 26 cas au total pour 20 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 6 cas actifs au final. À noter qu'au CHSLD de Sainte-Perpétue, il y a un nouveau cas pour un total d'un cas actif chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs de l'endroit. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 26 cas au total pour 22 guéris, donc 4 cas actifs actuellement. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 5 cas actifs chez les travailleurs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. Quant à l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 15 cas actifs chez les usagers et 22 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD de Lévis, on confirme qu'une éclosion au CHSLD de Lévis avec un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Accès Santé Services Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Jazz de Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas.
On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et 13 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Ressources d'hébergement, le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence La Guadeloupe, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. Ressources intermédiaires Fortier à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. La Fondation Québec Philanthrope a annoncé lundi dernier un soutien de 959 180 $ pour aider les populations vulnérables directement touchées de façon disproportionnée par les conséquences de la pandémie de la COVID-19 dans les régions de la capitale nationale, de la Chaudière-Appalaches et d'une partie du Bas-Saint-Laurent, soit les MRC du Kamouraska, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. À l'instar des 191 fondations communautaires partout au Canada, la Fondation Québec Philanthrope déploiera le 2e cycle du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, un partenariat entre les fondations communautaires du Canada, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne. Financé par le gouvernement du Canada, ce fonds de 350 millions de dollars s'inscrit dans un vaste effort national visant à soutenir les populations vulnérables touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. Le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire a été initialement annoncé le 21 avril 2020 par le premier ministre du Canada. Le gouvernement du Canada débloque maintenant le reste du financement afin de continuer à répondre aux besoins urgents qui évoluent en cette période de COVID-19. Rappelons que lors du premier cycle de financement, la Fondation Québec Philanthrope a versé un montant de plus de 2,2 millions de dollars accordés à 64 organismes sur le territoire qu'elle dessert, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Depuis le 5 octobre et jusqu'au 30 octobre 2020, la Fondation Québec Philanthrope acceptera les demandes de financement déposées par des donataires reconnus. Les subventions peuvent être utilisées pour diverses fins, entre autres pour couvrir les besoins en matière de personnel ou de ressources, se procurer une assistance ou autre. Les demandeurs qui ont reçu un financement du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire lors du premier cycle peuvent soumettre une demande à nouveau au 2e cycle pour des coûts de projet qui n'ont pas été financés dans le cadre du projet précédent. Les demandeurs ne peuvent pas recevoir de financement 2 fois pour les mêmes coûts de projet. Ces derniers, au 2e cycle, devront soumettre un budget pour identifier les nouveaux coûts admissibles. Les demandeurs qui ont été refusés lors du premier cycle peuvent soumettre une demande pour des coûts de projet identiques ou différents, à condition que le financement des coûts du projet n'ait été fourni par aucun des intermédiaires de financement lors du premier cycle. Depuis la déclaration de la pandémie de la COVID-19, il y a plus de 6 mois, les organismes communautaires et les organismes à but non lucratif travaillent sans relâche pour fournir une aide d'urgence, en particulier aux personnes et aux communautés en situation de plus grande vulnérabilité. La Fondation Québec Philanthrope et les fondations communautaires du Canada continuent à plaider en faveur d'un plus large soutien du secteur caritatif pour atténuer les effets de la pandémie. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin de retrouver Daniel Deslauriers, 49 ans, résident de l'endroit. M. Deslauriers a été vu pour la dernière fois au collège de Lévis alors qu'il partait à bord de son véhicule.
Le dit véhicule de M. Deslauriers a par la suite été retrouvé dans le secteur du parc Saint-Laurent. On demande l'aide de la population pour localiser rapidement M. Deslauriers car on craint pour sa sécurité. On demande également à toute personne qui pourrait détenir des informations pouvant aider à le localiser, de communiquer avec le service de police de la ville de Lévis ou, si vous le localisez, contacter le 911. La pandémie de COVID-19 que nous vivons actuellement nous a fait découvrir que nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes appelés à repenser nos modes de vie. Tel est l'un des constats auxquels en arrive le pape François dans sa toute dernière encyclique dont on vous parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Votre concessionnaire Dodge, Jeep, Chrysler, Ram vous fait penser que l'automne est synonyme de préparation de l'auto pour la saison froide. N'attendez pas la neige, pensez à vous munir de bons pneus d'hiver dès maintenant. Le choix est grand, la Pointe Auto à Montmagny 248-8899. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La pandémie de COVID-19 que nous vivons actuellement nous a fait découvrir que nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes appelés à repenser nos modes de vie, nos relations et l'organisation de nos sociétés. Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes. Tel est l'un des constats auxquels en arrive le pape François dans sa toute dernière encyclique intitulée « Fratelli Tutti », consacrée à la fraternité et l'amitié sociale. Cet aspect de la fraternité entre les hommes et les femmes de notre monde rejoint particulièrement la pensée de notre évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Ayant pris connaissance du texte du pape au cours de la fin de semaine, Monseigneur Goudreau dit avoir aussi dans le document du Saint-Père des pistes de réflexion sur le racisme qui affecte également notre société et notre Église, ainsi que sur la situation des populations migrantes à qui l'on ferme de plus en plus de portes à travers le monde, parfois même chez nous. En fait, outre la nécessité de constamment tenir compte de nos frères et sœurs, de limiter nos échanges afin de nous protéger mutuellement de la COVID-19, le texte du pape François nous rappelle aussi la nécessité d'accueillir le migrant qui se présente à nous à la recherche d'un monde meilleur. Souvent, ces personnes ont dû quitter leur pays à la suite de conflits ou de désastres naturels. Chaque être humain est précieux, écrit le pape, et a le droit de vivre dans la dignité. Il n'y a pas d'autre ni d'eux, il n'y a que nous, insiste le pape François, dans le 3e chapitre de son encyclique, où il nous invite à penser et gérer un monde ouvert. Pour atteindre ce monde ouvert, le pape François souhaite la mise en place d'une meilleure politique, qui vise le bien commun, une politique pour le peuple et avec le peuple. Ce monde ouvert, dont rêve le pape François, nécessitera la construction de ponts et non pas de murs. Frères et sœurs en humanité, il nous appartient d'établir et de parcourir des chemins de rencontres renouvelés. Il faut cicatriser les blessures et rétablir la paix, indique encore le pape François. Et le moyen le plus sûr d'y parvenir, c'est d'établir un dialogue franc qui nous permettra de construire l'amitié sociale, fondement d'une meilleure politique. Le dialogue respecte, accepte et recherche la vérité. Signé à Assise, en Italie, le 3 octobre dernier, veille de la fête de Saint-François, le texte du pape reprend un grand thème développé dans le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune qu'il a signé en février 2019 avec le grand imam Ahmad El-Tayeb. C'est donc un texte qui s'adresse à toutes les personnes qui voudront bien faire de cette réflexion une ouverture au dialogue, quelle que soit la religion qu'ils ou elles professent. D'ailleurs, Monseigneur Goudreau sera notre invité en dernière partie de notre émission de ce jour.
Le vendredi 2 octobre dernier, le conseil de la MRC de Kamouraska a rencontré, de façon virtuelle, Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. Cette rencontre, qui a lieu 1 à 2 fois par an à l'initiative de Mme Proulx, est l'occasion pour les élus de la MRC de discuter de différents enjeux régionaux, dont, notamment, le déploiement des services Internet haute vitesse et cellulaire, l'avenir de l'usine Bombardier à la Pocatière, la filière agroalimentaire, le développement éolien et les soins de santé. Des sujets d'intérêt majeur pour les Kamouraskois auxquels la ministre a prêté une oreille attentive. À la fin de la rencontre, la ministre a informé les maires de la MRC de Kamouraska du montant qu'ils recevront dans le cadre de l'aide financière supplémentaire annoncée vendredi par le gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités dans le contexte pandémique. Après cette rencontre constructive avec la ministre Proulx, compte tenu que la région est passée au niveau orange, les élus du Kamouraska ont poursuivi leurs échanges dans le cadre de la cellule d'intervention COVID-19 de la MRC, mise en place au printemps dernier. Dirigée par Yvon Soucy, la cellule d'intervention regroupe l'ensemble des maires du Kamouraska, le directeur général de la MRC, Jean Lachance, le directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC, le sergent Carl Lebel, le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC, Christian Chénard-Gay, et également la chef de service intégré Enfance, Jeunesse, Famille au Kamouraska du CI3S du Bas-Saint-Laurent, Julie Letarte, ainsi que la directrice régionale du Bas-Saint-Laurent du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Maryse Malenfant. Selon les dossiers abordés, d'autres intervenants pourront être invités à se joindre aux échanges. Étant donné le contexte, il est absolument primordial, dans une optique de cohérence et d'efficacité, que tous les acteurs du territoire travaillent dans le même sens. Cette cellule nous permet d'échanger sur les défis de la situation, tant au niveau des services essentiels que de la sécurité publique ou encore des enjeux économiques, sociaux et communautaires, et d'aligner les efforts et les stratégies des différents intervenants terrain, a commenté Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Le changement de couleur des feuilles des arbres est l'un des plus beaux spectacles que nous offre l'automne. Par contre, l'envers de la médaille est qu'une fois les feuilles tombées, il y en a beaucoup à ramasser. Si vous faites partie des personnes qui aimeraient bien éviter cette corvée éreintante, Conservation de la Nature Canada a un conseil écolo pour vous, soit de laisser votre râteau dans la remise et les feuilles au sol. Selon Conservation de la Nature Canada, un organisme à but non lucratif voué à la conservation des milieux naturels, ne pas ramasser les feuilles est un petit geste de conservation qui peut favoriser la biodiversité sur votre terrain de bien des manières. Alors que les oiseaux et papillons migrateurs s'envolent vers le sud, de nombreux insectes, dont des pollinisateurs, ainsi que d'autres espèces sauvages, s'installent dans votre cour pour l'hiver et ne refuseraient certainement pas un petit coup de pouce de votre part, a expliqué l'organisme. Selon Dan Cross, biologiste principal en conservation à Conservation de la Nature Canada, un tapis de feuilles mortes peut fournir un habitat important à de nombreuses espèces qui pourront s'y réfugier pour l'hiver. Les animaux que l'on retrouve dans nos arrière-cours, comme les crapauds, les grenouilles et de nombreux pollinisateurs, vivaient autrefois dans des forêts et ont évolué pour hiberner sous les feuilles mortes, explique M. Cross. Et ces feuilles constituent une couche isolante qui les protège des grands froids et des fluctuations de la température durant les mois d'hiver. Un autre aspect avantageux de cette pratique est qu'elle permet d'améliorer le sol. M. Cross souligne qu'en se décomposant, les feuilles se transforment en un paillis naturel qui enrichit le sol. D'épais tas de feuilles peuvent étouffer la pelouse et les plantes se trouvant en dessous, mais une mince couche de feuilles peut être bénéfique pour la santé de votre pelouse et de votre jardin. En se décomposant, une partie du carbone contenu dans les feuilles est emmagasiné dans le sol, faisant de votre cour un puits de carbone. Même si c'est une excellente chose que des villes font la collecte des feuilles pour les composter, la manière la plus éco-énergétique de procéder
est de permettre à la nature de suivre son cours en laissant les feuilles mortes à même le sol, explique M. Cross. Et il n'y a pas que les feuilles qui aident les espèces de votre arrière-cour à traverser la saison froide. Les tiges de plantes et les branches mortes fournissent aussi un habitat essentiel à l'hibernation de nombreux insectes, poursuit M. Cross. En retirant tout cela de nos jardins, nous privons des espèces indigènes de précieux habitats dont elles ont besoin pour survivre à l'hiver, a conclu ce dernier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 650 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le numéro 1 sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, on vous présente les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu vraiment une belle journée en ce mardi 6 octobre. Vraiment, les températures douces et bien au-delà des normales saisonnières qui sont de 12 le jour. Hier, j'ai vu, moi, 17-18 degrés. Là, c'était quand même une très belle journée. On a prévu des fréquents passages nuageux, des averses hier soir, c'est ce qu'on a connu. Et là, si on regarde l'image radar de ce mercredi 7 octobre, eh bien, l'image parle d'elle-même. C'est une intense dépression qui va passer quand même rapidement sur notre territoire. Ça nous parvient des Grands Lacs et ça se dirige là, d'ouest en est. Donc, en après-midi, là, on devrait recevoir de bonnes précipitations, du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous prédit. Du temps nuageux, des averses qui débutent au cours de l'avant-midi, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger en après-midi, avec un maximum de 14 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, encore quelques averses. Ça va cesser au cours de la nuit, généralement nuageux par la suite, avec des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 tard en soirée, minimum de 6. Et ces vents du nord-ouest là, vont considérablement diminuer et faire chuter les températures. Demain jeudi, dégagement, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum, bien dit maximum de 10 degrés. Pour Montmagny, 9 pour Lillet et 7 pour Kamouraska. Pour Kamouraska, on pourra encore recevoir quelques gouttelettes là, demain, jeudi.
Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux avec un minimum de plus 2 degrés. Et pour vendredi, c'est une belle journée, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 9 degrés. Les nuages, il y aura justement l'arrivée des nuages pour la soirée, la nuit de vendredi, avec des averses qui se poursuivront tout au cours de la journée de samedi, avec un maximum de 11 degrés. Donc, pour la première journée de ce long week-end de l'Action de grâce, là, samedi, c'est de la pluie. Mais, n'ayez crainte, ça s'améliore pour dimanche. On nous prévoit du soleil, mais ce sera frais, avec un maximum de 8 degrés. Et pour lundi, jour de l'Action de grâce, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 11 degrés. Le retour des nuages qui se fera au cours de la nuit de lundi à mardi avec 60 % de probabilité d'averse, un minimum de 6 et pour mardi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse et un maximum plus doux de 13 degrés. Donc, une belle fin de semaine, sauf samedi. Il y aura dimanche et lundi du beau temps pour ceux qui profiteront, comme nous, de ce long congé de l'Action de grâce. Mais pour les températures, ce sera quand même assez frais, pour ne pas dire froid. Il faudra s'habiller chaudement. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont le 11 le jour, 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin et se couchera à 18h10, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée qu'on a enregistrée entre 1996 et 2019, c'est en 2016, 21,1 degrés pour un 7 octobre, et la plus froide en 1999 avec moins 2,8 degrés. Aucune précipitation totale enregistrée, du moins, il y a plu, mais pas assez pour qu'on puisse enregistrer des précipitations. Maximum de 17,3 degrés comme maximum enregistré hier et 4,9 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 100,2 kPa à la baisse. L'humidité est à 74 % et les vents soufflent actuellement de direction sud à 7 km/h, mais ça va changer au cours de la journée pour souffler nord-ouest entre 20 et 40 km/h. Il fait 12 degrés sous un ciel nuageux et l'image est magnifique. On parlait justement de ce beau paysage de l'automne. L'image qu'on voit à l'écran reflète bien notre région et comment c'est beau cette saison de l'automne. Pour les heures de la marée, elle est haute à 9h20 ce matin, basse à 15h43 et de nouveau haute à 21h30 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mercredi 7 octobre. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors voilà, ce sont les anniversaires. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 7 octobre. Mais d'abord, hier, le 6, c'était l'anniversaire à Marie-Josée Gaudreau, et de la part de Lise Gagné. Donc, hier, 6 octobre, Marie-Josée Gaudreau, bonne fête. Aujourd'hui, le 7, il y en a plusieurs, c'est l'anniversaire à Richard Morin. C'est votre conjointe qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, Richard Morin. En ce 7 octobre, on vous souhaite une belle journée. Alain Gagné, c'est votre sœur Lise qui vous souhaite bonne fête en ce 7 octobre. Bonne fête à vous. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Robin et on nous dit qu'elle est hospitalisée. Donc, on vous souhaite un prompt rétablissement, Denise Robin. C'est votre frère et vos sœurs qui vous souhaitent un bon anniversaire. Gaston, Huguette, Hélène et Daniel.
Alors, bonne fête, Denise Robin, et tous nos vœux de prompt rétablissement. En ce 7 octobre, c'est l'anniversaire à Marcel Bossé. Monsieur Marcel, qui a 83 ans aujourd'hui. C'est de la part de ses sœurs et de ses frères. Belle journée, Monsieur Bossé. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Pauline Gaumont. C'est de la part de Sabine. Bon anniversaire, Mme Pauline Gaumont, aujourd'hui, 7 octobre. Bon anniversaire à Sophie Hudon. C'est Papy Denis qui vous souhaite bon anniversaire, Sophie Hudon, aujourd'hui. Bonne fête à Daniel Talbot. C'est de la part d'une grande amie, Monique. Alors, Monique, qui a eu une belle pensée pour vous, Daniel Talbot, en ce 7 octobre. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Diane Morin. Elle change de dizaine qu'on nous mentionne. C'est Marielle qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Diane Morin. On ne nous dit pas quelle dizaine, mais on sait qu'elle change de dizaine aujourd'hui. Diane Morin, bonne fête. Alors, vous pouvez faire comme ces gens, nous téléphoner au 241-1313 en tout temps. Poste 229, bien sûr, pour nous rejoindre. Et c'est très important de nous donner la date de naissance parce que même dans ces anniversaires, je n'avais pas nécessairement toutes les dates. C'est important de nous laisser la date. Moi, j'en conviens que si je n'ai pas la date, c'est bien la journée où on donne l'anniversaire, ou du moins le moment où j'ai le téléphone. Alors, c'est important de nous laisser la date, le numéro de téléphone et bien sûr de parler bien clairement parce que c'est un téléphone, c'est pas toujours audible, le téléphone, des fois. C'est pas toujours le plus bel appareil qu'on a. Alors, 241-1313, poste 229. Bon anniversaire aujourd'hui à Simon Cowell, producteur de musique, scénariste, animateur de télévision, compositeur, réalisateur artistique et acteur britannique. Il a 61 ans. Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis 86, 63 ans. Daniel Boucher, chanteur québécois, 48 ans. Jean-Marc Fournier, ex-député de Saint-Laurent, il a 61 ans. Yo-Yo Ma, violoncelliste américain d'origine française, 65 ans. Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, 68 ans. Et Raymond Lévesque, quand les hommes vivront l'amour, chansonnier québécois, il a 92 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 7 octobre, en 2018, Céleste Yarnall, 74 ans, actrice américaine, entre autres dans Star Trek. En 2015, Gail Zappa, 70 ans, veuve de Frank Zappa, compositeur, musicien, guitariste, cinéaste et administratrice de la fiducie familiale de Frank Zappa. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires importants? Bien, il y en a plusieurs, là, mais Léo Durocher, entre autres, 86 ans, qui a passé près de 50 ans dans sa vie dans le baseball majeur. Et Mario Lanza, 38 ans, ténor américain. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, Cynthia Lamontagne est avec nous pour nous parler, parce qu'elle est en remplacement de Christian Noël, donc c'est notre chronique culturelle. Il sera notamment question des spectacles offerts par les Arts de la Scène. Il y aura notre nouvelle positive, les avis de décès, et Monseigneur Pierre Goudreau qui est avec nous pour justement nous expliquer la lettre du Saint-Père. Donc, c'est à ne pas manquer. Et on termine avec les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique culturelle. Et pour moi, c'est un plaisir, parce qu'elle n'est jamais venue dans nos studios. Ben non, c'est une grande première. Elle était venue aux anciens studios, au 25, oui. Mais ici, c'est la première fois. Oui, vous êtes très bien installé. Qui est directrice générale adjointe des Arts de la Scène. Bonjour. Bonjour, Michel. Bon, Christian ne peut être là avec nous aujourd'hui. Alors, on va être bien heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon, Cynthia,
Moi, je pense qu'aux Arts de la scène, vous êtes d'excellents danseurs de cha-cha. Hein? Entre autres, Recule un petit peu, avance un petit peu, tasse de Oui. côté, parce qu'avec toutes les décisions qui sont prises actuellement par le gouvernement, là, pour vous autres, c'est une situation qui est vraiment un peu spéciale. C'est particulier. Bon, quand Christian est venu nous voir la semaine passée, Oui. il était vraiment dans tous ses états parce que là, tout était arrêté, le cinéma, les spectacles, parce qu'on Oui. avait là, maintenant, une vingtaine de spectacles qui Oui. étaient présentés. On avait vraiment travaillé fort à pouvoir organiser une vingtaine de spectacles. Et là, Christian nous annonce la semaine passée, il n'y en avait plus parce qu'on était dans la zone rouge à partir de jeudi. Oui. Maintenant, on sait ce qui est arrivé. On est revenu, on était une zone d'exception, on est dans la orange. Oui. Alors, comme vous dansez très bien, explique-moi les pas de danse que vous avez faits là, depuis une semaine. Oui, les pas de danse ont été nombreux, en fait. Oui. Mais tu l'as dit, en fait, en septembre, on avait annoncé une programmation spéciale, la programmation là maintenant, donc 20 spectacles de octobre jusqu'à décembre. Lundi dernier, donc on se ramène à la semaine dernière, à 17h30, comme tout le monde, on a appris la nouvelle qu'on allait tomber en zone rouge. Donc, dès le lendemain, on a commencé les appels avec les différents producteurs, les agents et tout ça, et même les artistes, pour voir ce qu'on voulait faire. En zone rouge, il faut expliquer que le public ne pouvait pas entrer en salle, mais on pouvait quand même maintenir des spectacles et présenter en web-diffusion. Donc ça, c'était possible de le faire. Quand on a annoncé la programmation en septembre, on avait déjà prévu certains spectacles qui étaient en web-diffusion. Donc, on en avait, je vais de mémoire, là, mais peut-être 8, 6 ou 7 en fait, qui étaient déjà prévus en web-diffusion. Avec l'annonce de la zone rouge, donc, le travail a été fait avec les producteurs pour pouvoir maintenir nos spectacles. On voulait quand même présenter quelque chose. Les gens ont besoin de sortir, même si là, il n'aurait pas pu venir chez nous, mais il aurait pu quand même écouter des spectacles. Donc, on était sur le point d'annoncer ce qui allait se passer avec cette programmation-là, donc les changements, les annulations. Vous auriez pu même, si on était dans zone rouge, vous auriez pu présenter certains spectacles. C'est ça. C'est le travail qu'on a fait durant peut-être 48 heures. Donc, on était sur le point d'annoncer ça. Et là, on a finalement eu la bonne nouvelle qu'on maintenait la zone orange, qui était une excellente nouvelle. Mais là, on a encore fait des pas de danse, comme tu l'as dit. Donc, on a retravaillé avec les producteurs, avec les agences, pour savoir exactement ce qu'on allait faire. Donc, sur nos 20 spectacles prévus... Excuse-moi, je t'arrête, là, mais parce que ça fait du monde à contacter. Là. Oui. Parce que vous parlez aux agences, oui. Mais après ça, eux, il faut qu'ils parlent aux artistes. Oui. C'est pas tous les artistes, ce que Christian nous expliquait, c'est pas tous les artistes qui sont enclins à tout ça. C'est ça. Et là, ça devient Puis il faut compliqué. se rappeler aussi qu'à l'annonce... Il y a du travail là-dedans. Oui, il y a beaucoup de travail. Puis il faut se rappeler aussi qu'à l'annonce, c'est pas juste Chaudière-Appalaches qui était touché, c'est Québec, c'est Montréal. Donc, on n'était pas les seuls à avoir des changements à faire. Fait que tout le monde essayait de contacter les agences. Fait que c'était pas toujours évident d'avoir les réponses aussi rapidement. Mais quand même, en 48 heures, on avait réussi à faire le tour. Et là, avec l'annonce, c'est ça, c'est qu'on a décidé, d'un commun accord aussi avec les agences, les artistes et tout, de retravailler notre programmation. Donc, finalement, sur les 20 spectacles qu'on avait prévus, il y a 3 spectacles qui sont vraiment plus touchés à cette annonce-là. Donc, Mike Ward, qui devait avoir lieu ce samedi, finalement, celui-là est reporté. On n'a pas encore la nouvelle date, mais on va le replacer plus tard. Peut-être plus tard cet automne, peut-être à l'hiver, on ne le sait pas encore. Il faut juste revoir notre calendrier. Mike Ward n'est pas là. Pour là, il n'est pas là pour l'instant. Cathy Gauthier, qui devait venir en octobre aussi, ce spectacle-là est complètement annulé. Donc, elle devait venir avec son spectacle en rodage. On va tout simplement la reprendre quand son spectacle va être lancé, mais plus tard. Donc, peut-être aussi à l'automne prochain ou peu importe. On ne le sait pas. Donc, pour l'instant, c'est annulé. Et le spectacle avec Denis Bouchard, donc la pièce de théâtre ou la lecture théâtrale, en fait, de Bang, est déplacé à la salle Promutuelle Assurance et replacé en novembre au lieu de octobre, donc le 8 novembre. OK. Et replacer la date? On devait le faire en octobre, donc on l'a replacé peut-être 2 semaines plus tard, tout simplement. Fait qu'on l'a déplacé. Donc, ce qui a fait en sorte qu'au lieu d'être 20 spectacles, c'est 19 qu'on présente, mais au lieu d'être 6 ou 8 spectacles en web-diffusion, on est rendu à 12 spectacles en web-diffusion. Donc, la zone orange va nous permettre d'avoir du public dans la salle, mais aussi de le présenter en web-diffusion. Et la grande première... Oui, en même temps. C'est en direct. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est vraiment en direct. Donc, même s'ils achètent un billet pour la web-diffusion, ça ne sera pas possible de l'écouter 2-3 jours plus tard. C'est vraiment en direct. C'est au moment où ça se passe. C'est ça. Et la grande première qu'on a réussi à faire, parce que malgré tout, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça,
Avec les aventuriers voyageurs, donc les ciné-conférences, on devait, dans le 28 jours qui étaient touchés dans la zone rouge, il y avait des aventuriers qui étaient prévus à l'horaire. Donc, avec eux, on a discuté pour aussi l'offrir en web-diffusion. Donc, c'était une grande première. On va le faire quand même en web-diffusion, mais en présentiel. Mais c'est la première fois qu'il y a une conférence des aventuriers qui va être présentée en web-diffusion. Donc, ça va nous ouvrir un peu plus de portes. Puis eux aussi étaient super contents de pouvoir l'offrir comme ça. Bon. Maintenant, à partir du moment où on sait que ça se passe, puis là, je pense pas qu'on tombe en zone rouge. On l'espère. Oui, ben c'est ça, là. Oui. Comment ça va pour la vente de billets ou comment ça se passe pour la vente de billets? Parce que là, il y a des billets à vendre. Oui. Bon, c'est pas plein, il n'y a rien de plein. Non. Puis la web-diffusion, ben c'est C'est sky is the limit, là? Oui, c'est ça. Bien, ça va quand même bien. C'est sûr que, c'est ça, il reste de la place pour tous les spectacles pour l'instant. La web-diffusion, c'est nouveau aussi. Fait que les gens ne sont pas nécessairement habitués, ne comprennent pas non plus comment que ça va se passer. Mais c'est vraiment très simple. C'est d'acheter un billet. Le billet, on le reçoit de façon électronique. Donc, c'est un courriel qu'on reçoit. Il y a déjà le lien cliquable qui va nous amener à la web-diffusion. Et chaque lien, en fait, a un code unique. Et une fois que la projection va commencer, donc le spectacle va commencer, le client va devoir entrer son code et là, ça va vraiment lui donner accès à ce qui se passe dans la salle, tout simplement. Mais on fait quoi? On fait ça comment pour payer? On fait ça par Internet. On nous appelle, on est là au bureau, donc on peut le faire par téléphone aussi. On appelle chez vous? Oui. Ça ne se fait pas là, par carte de crédit? Ou, oui, c'est sûr que c'est payé par carte de crédit. Ça ne se fait pas le soir même? Le soir même aussi, ça peut se faire. Dans le fond, via notre site Internet, on a vraiment tous les accès pour la billetterie. Donc, les gens peuvent acheter des billets, peu importe l'heure. Les billets vont être en vente jusqu'au moment que le spectacle va commencer. Donc, à la dernière minute, c'est possible d'acheter un billet pour se connecter puis voir le spectacle. Okay. Et ça varie de quel prix à quel prix? Est-ce qu'il y a différents prix ou c'est tout? Oui, bien, il y a quelques prix différents. C'est sûr qu'en web-diffusion, on ne peut pas charger le même prix que si les gens étaient physiquement dans la salle. Donc, ça varie peut-être à 20 à 25 $ pour la web-diffusion. Puis les spectacles en salle, mais ça n'a pas changé. Là, on varie aussi de 30 à peut-être 40 là, le maximum là, pour venir voir le spectacle physiquement. OK. Web-diffusion, ben, pour informer la population, c'est vraiment avec votre ordinateur? Là, que vous pouvez, oui, peu importe. Avec un téléphone, une tablette, peu importe, là, oui, ça se fait. OK. Maintenant, pour le cinéma, il se passe quoi? Le cinéma est toujours fonctionnel. Donc, il reste aujourd'hui et demain pour voir le film d'action Tenet. À partir de vendredi, on présente le film Nadia Butterfly. On a aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de film d'animation, donc on a réussi pour samedi, dimanche et lundi prochain, qui est le week-end de l'Action de grâce. Donc, une belle occasion de sortir en famille. Donc, on a le film d'animation La Grande Cavale. Et les prochains films vont être annoncés prochainement. Donc, c'est sûr que le calendrier de sortie est chamboulé, lui aussi. Donc, il y a des grands films que les dates sont repoussées. Mais le fait d'avoir un seul écran à animer, si je peux dire, c'est beaucoup plus facile présentement que les cinémas qui ont plusieurs écrans. C'est pas toujours évident pour eux là, de placer les films parce que les sorties sont déplacées. Est-ce que ça vous empêche d'avoir des primeurs? Parce que vous êtes bien placé pour avoir des primeurs au même titre ou en même temps que Québec ou Lévis, là, ce que moi j'apprécie. Mais est-ce que tout ça chamboule un peu? Est-ce que ça vous empêche? En fait, c'est sûr que ça chamboule beaucoup, justement, parce que les distributeurs, quand on a un film dès la sortie, il y a quand même des conditions qu'on doit respecter. Donc, si on sort le film de la sortie, comme on a fait cet été avec le film Mon cirque à moi, la condition, c'était de le présenter un minimum de 2 semaines. Donc, il y a certains films qu'on sait qu'ici, c'est correct, comme un film québécois, on peut le faire pendant 2 semaines sans problème, on a le public pour ça. Il y a d'autres films que c'est plus difficile de le présenter pendant 2 ou 3 semaines. Mais il reste il y a quand même beaucoup de choix de films, malgré tout. Des bons films aussi, des films qui vont sortir. On pense juste à le film Aline, qui est inspiré de la vie de Céline Dion. C'est sûr qu'on va le présenter, peut-être pas dès la sortie, mais on va le présenter du moment que la date officielle va être confirmée. Donc, on va tout faire pour le quand, à peu près? Je crois, là, écoute, ça change tellement, mais je crois que c'était prévu juste avant les fêtes, donc peut-être en novembre. Est-ce que ça va rester là? Peut-être, peut-être pas. On le sait pas, mais on va tout faire pour pouvoir le présenter dès la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres bons films qui s'en viennent?
Oui, on a des films. Il y a quand même des distributeurs, qui ont décidé de sortir de grands films. Donc, on a une comédie qui s'en vient avec Robert De Niro. Je crois que ça s'appelle En guerre avec grand-papa, quelque chose comme ça. Il y a un film d'action aussi avec Liam Neeson qui s'en vient, donc Honnête voleur. C'est des films qui sont prévus à notre calendrier. On attend tout simplement d'avoir la confirmation officielle avant de les annoncer. Est-ce qu'il y a possibilité de voir les films qui s'en viennent ou si... est-ce que sur le site des Arts de la scène, on peut voir les films? Oui, du moment que nous, les films sont confirmés, on les ajoute sur notre site web, sur notre page Facebook et avec tout. Les dates c'est de annoncé présentation? ici. Oui, c'est annoncé ici. Oui. Fait qu'on fait tout ce qu'on peut là, pour pouvoir rejoindre les gens. On envoie notre infolettre aussi, qui est environ une fois par semaine. Donc, c'est une des meilleures façons d'être au courant de ce qui s'en vient. Comment ça se passe pour le remboursement et avec Ça va tout de même bien. Oui, parce que, oui. parce que moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est pour la nouvelle programmation, est-ce qu'il va y en avoir une? Parce que je suis certain que les gens demandent, là, est-ce qu'après, tu n'as pas de boule de cristal, non, puis personne n'en a? On aimerait ça le savoir. Est-ce que vous travaillez sur une programmation actuellement? Bien, c'est sûr qu'en janvier, ce qu'on a de prévu, c'est des spectacles qu'on avait en programmation régulière. Donc, on a déjà, en fait, une date pour Deux Frères, une date de Les Cowboys fringants qui est prévue en janvier. À la salle Edwin? Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. On ne le sait pas. On est en train de discuter autant avec les producteurs et tout ça. Ces spectacles-là sont prévus avec une salle pleine. Donc, ce n'est pas un spectacle en distanciation sociale. Donc là, les discussions sont prises pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se doute qu'on ne pourra pas présenter des salles pleines à partir de janvier? Mais on ne veut pas nécessairement tout de suite annuler ou reporter une autre fois. Fait qu'on essaie de voir, est-ce qu'avec les artistes, on ne peut pas faire 2 représentations la même journée? Est-ce qu'on ne peut pas faire justement le principe de web diffusion? Tout est en discussion, mais pour là, on n'a aucune idée. On souhaite faire des spectacles comme on a fait cet automne, qu'on a prévu. Est-ce que ça sera une programmation avec distanciation? Possiblement. Combien de spectacles? On ne sait pas. Donc, on essaie de prendre un peu de temps pour réfléchir aussi, puis on va voir comment que ça va aller dans les prochaines semaines avec nos spectacles qui commencent aussi. Et je reviens à ma question par rapport au remboursement. Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe quand même bien. On avait plusieurs transactions à traiter. On est en bas de 1000 maintenant, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce qu'on avait plusieurs milliers de transactions. Puis on se rappelle qu'on a quand même... l'équipe est réduite présentement, puis, mais tout le monde donne un gros coup de main, en fait, pour avancer puis répondre aux clients le plus rapidement possible. Mais on ne les a pas oubliés, ça c'est sûr et certain. On ne les oublie pas, on a toutes les coordonnées de tout le monde, donc on prend le temps de les rejoindre et de traiter leurs demandes. Et je suis certain qu'avant ça, tu ne savais pas comment danser ça, la cha-cha. Hein? Là, maintenant, tu le sais. Hein? Oui, on est vraiment ras du bon. Oui. Prochain spectacle, Cynthia? Oui, en fait, la semaine prochaine, on débute avec le spectacle jeunesse, le bibliothécaire, donc un spectacle de cirque. Et tout de suite, le samedi, le 17, c'est Steve Diamond qui vient, l'imitateur, en fait, qui est présenté en présentiel et en web diffusion. Donc, c'est les prochains spectacles qui s'en viennent. Pour une première, c'est très bien. Oui, quand même. Ça a bien été. Hein? Ben oui. Ah, ça n'a pas fait trop mal, ça. Ben non, pas du tout. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale adjointe de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. Je vous invite à être là tous les mercredis à la même heure pour justement entendre ce qui se passe avec les arts de la scène. Et surtout, c'est ainsi avec tout ce qui se passe, c'est important de savoir et d'être au fait de l'actualité. On s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive et les avis de décès. Je vous rappelle notre entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau sur la lettre encyclique du pape François. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242.
Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, Marie-Ève Proulx qui annonce 15 000 $ pour la transformation de l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud en salle multifonctionnelle. La députée de Côte-du-Sud est heureuse d'annoncer par voie de communiqué au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, l'octroi d'une somme initiale de 16 489 $ à la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska pour la planification du projet de transformation de l'église de Saint-Joseph en salle multifonctionnelle et en café, ainsi que 15 000 $ à la municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour la planification du projet de transformation de l'église de Saint-Pierre en salle multifonctionnelle. Cette somme est octroyée en vertu du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaire patrimonial lancé par le gouvernement du Québec en 2019-2020 et qui permet de donner une seconde vie à d'anciens lieux de culte et d'en redonner l'accès aux citoyens. Le projet de transformation des deux églises s'inscrit parmi les 26 projets sélectionnés à l'occasion de ce premier appel de projet et fait partie des 22 projets du volet 1 du programme Incubateur à projet. Dans la foulée des 15 millions de dollars annoncés le 20 juillet dernier et qui serviront à restaurer 65 immeubles et biens patrimoniaux à caractère religieux, la ministre a annoncé plus tôt en septembre un nouvel octroi de 5 millions au Conseil du patrimoine religieux du Québec et afin de lancer un deuxième appel au projet. Donc, Marie-Ève Proulx qui annonce 15 000 $ pour la transformation de l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud en salle multifonctionnelle. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants.
Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Dame Jeanne-Aimée Dancause, épouse de M. Jean-Claude Pelletier. Originaire de Saint-Marcel-de-Lillet, elle était la fille de feu Dame Agnès Thibault et de feu M. Gérard Dancause. Elle demeurait à Québec. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de l'Enfant Jésus pour leur humanisme et les excellents soins. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire et un nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois. Les funérailles sans Eucharistie seront célébrées le samedi 10 octobre à 14h en l'église de Saint-Marcel-de-Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie et Fils, filiale de la Durantais et Fils, 18 rue du Foyer Sud, Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 septembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme France Veilleux, conjointe de M. Jean-Louis Fortier et fille de feu M. Laurent Veilleux et de feu Dame Jeanne d'Arc Thibodeau. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse, samedi 10 octobre à compter d'11h. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique.
Le port du masque sera obligatoire. Une liturgie de la parole suivra en toute intimité à 13h à la résidence funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, ça fait quelques jours qu'on l'a reçu pour parler d'un autre sujet. Cette fois-ci, il nous revient parce qu'il vient de nous parler d'une lettre encyclique qui a été publiée par le Saint-Père François, le pape, sur la fraternité et l'amitié sociale. Et le titre, c'est « Fratelli Tutti ». Monseigneur Pierre Gaudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne, bonjour et bienvenue chez nous. Oui, bonjour, M. Montminy, puis bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Alors, d'abord, une lettre encyclique du pape, je ne sais pas, est-ce que ça y arrive souvent? Est-ce qu'il fait ça régulièrement ou si c'est vraiment dans des épisodes ou dans des événements spéciaux comme on vit actuellement avec la pandémie? Oui, alors donc la lettre apporte l'appellation encyclique. Qu'est-ce qu'une encyclique? Ben, dans le mot encyclique, à l'origine, il y a le mot cercle. Alors, c'est une lettre, au fond, du pape, c'est une lettre circulaire, hein, cercle, et c'est sa troisième. Le pape François en avait rédigé une première sur le thème de la foi, une deuxième sur le thème plutôt de la sauvegarde de la terre, donc de la maison commune, la terre. Et là, voilà qu'il en écrit une troisième, et les destinataires, ben, c'est un plus vaste public, c'est pas juste les catholiques. Il s'adresse à tout homme, toute femme de bonne volonté, à toute l'humanité. Alors, c'est sa troisième encyclique qui porte pour thème la fraternité universelle et l'amitié sociale. OK. Maintenant, il y a différents chapitres, il y en a 8. On va essayer, sans peut-être, on ne peut pas, parce que c'est quand même assez long, cette lettre-là, mais moi, ce que je voudrais, c'est parler de chacun des chapitres qui sont abordés. D'abord, le premier, c'est les ombres d'un monde fermé. C'est, moi, c'est ce qui m'a arrêté, c'est d'un monde fermé. Qu'est-ce qu'il entend par un monde fermé? Oui, ben au fond, le pape porte depuis quelques années des préoccupations pour faire advenir davantage la fraternité, l'amitié dans la société, dans le monde. Et dans le premier chapitre, il nous montre un peu des ombres, c'est-à-dire tout ce qui peut faire obstacle à la fraternité. Alors, c'est là qu'il va aborder, par exemple, dans certains pays, il y a encore malheureusement des conflits armés. Il y a des populations qui sont déplacées. On sait depuis quelques années, il y a beaucoup de migrants qui traversent soit en Europe, de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Ça crée aussi parfois des frictions. Il y a des pays qui accueillent bien, d'autres, on sent qu'il y a des tensions. Bon, plus près de chez nous, même ici au Québec, on peut penser, entre autres, on sait avec l'actualité, malheureusement, il y a des problèmes ici et là de racisme dans nos milieux. Alors, le pape est préoccupé par tout cela et il indique ces problèmes comme étant des ombres à la lumière de la fraternité humaine, où son rêve, au fond, c'est que tous les peuples, que toute région puisse être unie dans la paix, dans l'harmonie. Le deuxième chapitre, c'est « Un étranger sur le chemin ». Qui est cet étranger? Bon, ben, je pense que toute personne, la personne qu'on rencontre d'une certaine manière est toujours à mieux connaître, à découvrir. On peut vivre dans une même région, mais peut-être qu'on ne connaît pas très bien notre voisin, notre voisine. Mais on pense aussi à des personnes, des nouveaux arrivants, que ce soit de d'autres pays. Ici même, dans notre région, Côte-du-Sud, Bas-Saint-Laurent, il y a quand même des familles qui nous arrivent de plus en plus d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient.
Alors, quelle est notre attitude face à des nouveaux arrivants? On peut les percevoir uniquement comme des étrangers, mais peut-être aussi qu'on est invité à développer, si vous voulez, un cœur qui s'ouvre à une culture de la rencontre pour aller vers l'autre, créer des liens. Je pense que c'est un peu un des messages qui est au cœur de l'encyclique du pape François. C'est comme citoyens et citoyennes qu'on puisse ensemble développer des nouveaux liens sociaux, qu'on n'ait pas peur de l'autre, mais qu'on ait la rencontre de l'autre. On dit dans la religion catholique qu'on est tous frères. Je suis surpris un peu que le pape parle de nos frères s'il en est un étranger. Oui. Est-ce que c'est nous, Monseigneur Goudreau, qui prenons les gens qui arrivent de d'autres pays, les immigrants, comme des étrangers? Est-ce qu'on a de la difficulté à accepter? Est-ce que ces gens-là viennent chez nous? Est-ce que c'est comme ça que le pape le définit? Au fond, je pense qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup d'efforts dans des milieux, puis même dans nos MRC. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts pour mettre en place l'accueil, l'intégration. Donc, c'est important. Mais il y a peut-être encore chez certaines personnes, dans certains pays, où avec le flot d'immigration, il y a des gens pour qui c'est plus difficile de voir des nouveaux arrivants parmi eux. Parfois, on craint qu'ils vont prendre nos jobs, nos travaux, etc. Alors, c'est important, je pense, de favoriser cette ouverture, et c'est le message qui est au cœur du message du pape François, c'est de passer de la peur à la rencontre, de passer des préjugés vraiment à l'accueil, à une fraternité parce qu'on fait tous partie de la même famille humaine, au fond. Est-ce qu'on pourrait dire acceptation? Oui, tout à fait. L'acceptation de l'autre, que ce soit dans ses différences, dans ses origines, dans sa couleur de peau. On est tous et toutes appelés, et c'est le titre de son encyclique, de son message, en italien, Fratelli Tutti, qui veut dire « nous sommes tous frères et sœurs ». C'était une expression très cher à Saint François d'Assise, et le pape qui s'est donné ce prénom comme évêque de Rome, François, il est très sensible aussi à Saint François qui avait à cœur la fraternité, il était proche de la nature aussi. Alors oui, de pouvoir vivre cette ouverture du cœur. Le 3e chapitre, c'est « Penser et gérer un monde ouvert ». Il fait beaucoup référence là, aux frontières qui s'ouvrent de plus en plus. Oui, aux frontières qui s'ouvrent, on est dans une période de mondialisation avec ce qu'il y a de richesse, des échanges, et des fois on dit justement qu'il faudrait s'ouvrir plus sur les uns les autres, c'est important, mais en même temps peut-être le pape François nous invite à ne pas voir l'ouverture juste sur le plan économique, parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des ouvertures avec de la compétition. Pensons actuellement juste en ce temps de pandémie où c'est la course au vaccin, avec la mondialisation qu'on connaît. Il y a des endroits qu'on veut céder, mais il y a des endroits que c'est le pays le plus riche qui va essayer d'attraper les vaccins le premier. Alors, la mondialisation ne fait pas toujours nécessairement qu'on soit frères et sœurs, mais des fois, ça peut créer des murs, ça peut créer, au lieu de créer des ponts. Alors, d'où l'importance d'avoir une ouverture, pas juste sur le plan matériel, économique, mais aussi sur le plan du cœur. Est-ce que vous pensez que ces gens-là l'ont, l'ouverture? Est-ce que nous, dans notre coin de pays, on a plus d'ouverture que certaines gens pour que le pape intervienne sur ce point-là? Écoutez, moi, quand je regarde ici en région, je sens une belle ouverture, je sens un accueil chaleureux. J'ai goûté à votre accueil, à votre ouverture. Moi-même, j'étais un peu un migrant de l'interne. J'arrivais d'une autre région, j'arrivais ici il y a 2 ans et demi. Alors, je la sens bien. Mais bon, il y a peut-être des endroits. Moi, je pense que cette capacité d'accueillir, d'ouverture, c'est un potentiel dans le cœur de toute personne. Mais parfois, il y a des enjeux sociaux quand il arrive des forts flots d'immigration, quand un gouvernement prend des options qui n'est peut-être pas toujours pour le bien commun. Alors, ça peut arriver qu'il y a des endroits dans certains pays, soit de dictature, par exemple, que cette fraternité, cette harmonie entre les personnes soit menacée. L'autre chapitre, c'est la meilleure politique. Qu'est-ce qu'il entend par politique? Oui, au fond, il interpelle les dirigeants, les dirigeantes, sachant très bien que nos élus ont un rôle important dans la société. Moi, je pense que le rôle le plus important, ce sont d'une certaine manière nos élus, parce que leur mission, c'est de voir vraiment au bien commun.
Alors, quand il pense, le pape François, à les inviter à la meilleure politique, ben au fond, c'est pas juste une politique, encore là, en vue de l'économie, mais c'est d'essayer de voir aussi quelle politique de charité on peut mettre de l'avant pour tenir compte des plus petits, des pauvres, des personnes qui sont exclues peut-être dans la société également. Monseigneur Goudreau, on va s'arrêter quelques instants. On va faire une courte pause et on va revenir sur les autres chapitres parce qu'il y en a d'autres. Moi, je trouve ça intéressant de voir cette lettre du pape qui touche tous les sujets, qui semble très sensible. Je ne sais pas s'il est inquiet, mais il semble très sensible au sujet qu'il a abordé, les différents chapitres. Alors, on va en parler davantage dans la deuxième partie. Restez avec nous. Dans quelques instants, on revient avec Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. Vous avez réussi le test. C'est pas le cas de tout le monde. Bienvenue dans la vie après la mort. On essaie d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. N'essayez pas de comprendre. Ressentez-le. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Saint-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui est Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, pour parler et nous expliquer cette lettre encyclique du Père, du Pape, du Saint-Père François, sur la fraternité et l'amitié sociale. Donc, il y a 8 chapitres. On a déjà expliqué 5 chapitres. Et ici, on poursuit avec le dialogue et l'amitié sociale. Qu'en est-il? Oui. Alors, le dialogue pour nos relations avec les autres, c'est très important et le pape François le promeut beaucoup parce que ça permet d'aller à la rencontre de l'autre. Ça permet aussi souvent de faire la vérité sur des conflits, sur des enjeux. Le dialogue peut même permettre d'arriver aussi à un pardon. Alors, c'est comme si pour le pape François, dans son encyclique, il n'y a pas d'alternative possible. On ne peut pas remettre le dialogue. C'est important de le promouvoir parce que sinon, c'est là qu'on arrive malheureusement à des incompréhensions et qu'on peut même prendre nos distances l'un de l'autre. Alors, le dialogue, c'est vraiment un chemin encore là qui est proposé de fraternité. Est-ce que le pardon, Monseigneur Goudreau, est encore très à la mode aujourd'hui ou s'il disparaît de plus en plus? Je pense qu'il demeure toujours une valeur à la fois humaine et une valeur chrétienne importante. Et le pardon, c'est pas quelque chose non plus qu'on peut commander, obliger. Il y a tout un cheminement, une progression selon la faute aussi. C'est pas facile, le pardon. Hein? C'est ça, c'est sûr. Mais en même temps, le pardon, ça nous permet souvent de trouver une liberté intérieure après coup, de trouver plus de paix. Ça fait grandir aussi. Des parcours pour se retrouver. Oui. Alors, dans son encyclique, au fond, le pape François nous rappelle l'importance de penser à des chemins possibles. Il en propose quelques-uns. Alors, j'en ai parlé tantôt, que ce soit le chemin du pardon, qui peut être un beau chemin pour retrouver la fraternité universelle, retrouver l'amitié sociale. Ça peut être aussi le chemin où les gouvernements dans le monde prennent au sérieux le bien commun, qui a un souci aussi du respect, de l'environnement, d'un développement équitable aussi dans les milieux. Alors, ce sont des chemins qu'il propose, au fond, pour prendre soin de cette fraternité. Et le dernier, les religions au service de la fraternité dans le monde. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Dans son message, ce n'est qu'au dernier chapitre qu'il parle du domaine de la foi, des religions. Son message, il a une portée vraiment universelle. Mais en même temps, il veut reconnaître
que toute religion, pas uniquement l'Église catholique, mais toute religion est porteuse de sagesse, d'un sens de fraternité, de paix. Vous savez, malheureusement, avec beaucoup de conflits armés dans certaines régions du monde où on mélange le politique et le religieux, parfois on peut taxer les religions de vouloir, au fond, promouvoir des conflits armés. Mais dans l'essence, la nature même d'une religion, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je pense que toute religion est porteuse d'un message de paix, de justice, de fraternité et les religions ont sûrement une contribution aussi à amener dans la société, dans ce sens-là, de message de paix. Mais pour le grand patron de l'Église catholique, c'est quand même une grande ouverture de parler des religions au lieu de parler que de la religion catholique. Tout à fait, c'est très beau. Je pense que ça montre qu'on a beaucoup de points de rapprochement d'une religion à l'autre, peu importe les notes différentes au niveau des doctrines de chacune des religions, mais il reste qu'il y a des points de rapprochement. Et c'est de faire, au fond, des groupes religieux, non pas des opposés, mais des partenaires pour bâtir un monde meilleur, pour que ce soit aussi plus fraternel. Alors, une belle ouverture de la part du pape François qui, je le souhaite, soit contagieuse dans nos cœurs aussi, cette ouverture. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il veut prêcher par l'exemple? Oui, puis je pense jusqu'à présent, c'est ce que moi j'admire beaucoup chez le pape François. Bon, il a écrit quelques messages, mais il est vraiment, il nous apprend beaucoup dans sa manière d'être, de ses choix. Vous savez, il y a même sur la place Saint-Pierre, il a fait de la place beaucoup aux gens démunis, il a ouvert des églises, de l'accueil, il a fait beaucoup d'initiatives qui nous invitent, nous aussi, à l'ouverture. Mais c'est un pape très ouvert par rapport à certains papes qui ont passé. C'est un pape qui est très ouvert au monde. Hein. On le sent transparent, ce pape. Oui, bien, au fond, chaque pape qui est choisi, qui est élu, arrive avec ses charismes, sa personnalité, son expérience, puis souvent répond aux besoins du temps où il est élu. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le pape François peut-être permet un rapprochement entre religion ou l'Église catholique et la recherche de biens communs dans la société. Il y a cette ouverture. C'est vraiment quelqu'un qui veut pas se mettre en opposition, mais plutôt créer des ponts, des rapprochements. Alors, son message sur la fraternité, je pense, en témoigne de manière éloquente. Monseigneur Goudreau, cette lettre encyclique, on en discute aujourd'hui, on l'analyse aujourd'hui. Vous nous permettez d'en savoir plus et d'en connaître plus sur cette lettre que le pape a écrite. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec cette lettre encyclique? Comment on fait pour la faire connaître, la faire savoir à la population de la Terre entière? Oui, ben d'abord, c'est sûr que moi, j'encourage beaucoup tous ceux et celles qui veulent en savoir plus. J'espère que ça a permis aujourd'hui de mettre un peu la table, de mettre en appétit pour lire la lettre du pape François. Elle est disponible sur le site du Vatican gratuitement, mais si on veut se le procurer aussi en volume, entre autres ici à l'Évêché, à la Pocatière, à la librairie diocésaine, c'est en vente, j'imagine dans les autres librairies également. Alors, dans un premier temps, de le lire, je pense que ça peut être sûrement très intéressant. Il y a parfois des gens qui aiment se réunir en petits groupes ou en équipe, puis d'une rencontre à l'autre, peut-être aborder un chapitre un peu comme on fait aujourd'hui, de voir qu'est-ce qu'on apprend, comment ça nous relance peut-être à être meilleurs citoyens, citoyennes, voire catholiques dans notre communauté. Alors, ça peut être un exercice intéressant aussi, de le faire connaître. Monseigneur Goudreau, comment il va notre pape? Parce que, bon, il vieillit. Comment se porte sa santé? Comment va l'homme? Ben, je pense que c'est un homme qui est à la fois très humain, très donné, très courageux aussi. Ça fait déjà bientôt, ça va faire au mois de mars prochain 8 ans qu'il a été élu. Je crois qu'il a près de 83 ans. Écoutez, il y a des journées de ministère de travail, si je peux dire, quand même énorme, de rencontres, de prises de parole, de visites. Et quand je vois ces journées, je me dis, ça me donne du courage parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Alors, il se porte bien encore. Maintenant, c'est sûr que j'espère qu'il aura la santé encore quelques années pour
permettre de nous amener encore plus loin sur sa vision d'Église et du monde. On nous informait récemment que Benoît XVI, sa santé est chancelante aussi. Oui, alors le pape Benoît XVI, donc le pape émérite, il est rendu, je crois, près de 92 ans et il faiblit. On dit qu'il diminue un peu comme une chandelle qui va bientôt s'éteindre, en douceur. Mais il vouait ces dernières années de vie, au fond, à prier pour le monde, à prier pour l'Église catholique. Et il s'est retiré ainsi. Et ma foi, je pense que quand même... C'est beau de voir que malgré tout, il fait toutes ces années avec nous encore. Monseigneur Goudreau, avez-vous eu l'occasion de parler avec le pape François? Ben écoutez, c'est un privilège de pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait qu'une fois à date, en septembre 2018, lors d'une formation à laquelle j'ai participé à Rome avec les nouveaux évêques. Et on a eu une audience, on allait tous, un après l'autre, échanger quelques mots. C'était très bref, c'est sûr. Moi, j'ai voulu d'abord lui dire merci, simplement, pour la confiance qu'il m'a manifestée en me nommant évêque ici à Sainte-Anne de la Pocatière, et qu'ensemble, on prie aussi pour lui dans sa grande mission. Alors, on a échangé quelques mots. Moi, j'ai pris l'espagnol pour me faire comprendre un petit peu et échanger quelques mots avec lui, mais il est d'une qualité de présence et d'accueil vraiment remarquable. Qu'est-ce que ça fait rencontrer cet homme? Qu'est-ce qu'on ressent? Ben moi, je pense que je ressentais d'abord une joie. Pour lui, le thème de la joie de l'Évangile, c'est important. Alors, il nous accueille avec son large sourire, ses mains ouvertes. Alors, je ressentais de la joie, de l'admiration pour un homme de foi, aussi un disciple de Jésus qui donne sa vie jusqu'au bout pour le bien de l'Église également. Alors, ça m'inspire. Monseigneur Pierre Goudreau, c'est toujours intéressant de vous avoir sur nos ondes. Merci d'avoir été là et de nous avoir expliqué plus en détail cette lettre encyclique publiée par le Saint-Père François. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle prochainement. Oui, merci à vous, M. Montminy. Et puis, je souhaite à tous nos téléspectateurs de peut-être prendre l'occasion de découvrir ce beau message du Père François. On peut vous juste rappeler où on peut se procurer? Il est disponible en ligne sur le site web du Vatican. On peut le trouver très facilement. Okay. Ou bien encore ici à la librairie diocésaine à l'Évêché à la Pocatière. Alors, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 7 octobre, eh bien, COVID-19, on a augmenté 88 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Et ça, c'est un petit peu inquiétant parce que ça monte comme partout ailleurs d'ailleurs. Là. Hier, 1364 cas au Québec. C'est un record là, qui datait du mois de mai pour une journée. C'est beaucoup, c'est énorme. On souhaite, et d'ailleurs, le ministre Christian Dubé, hier, qui mentionnait il faut casser la deuxième vague, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et là, je ne sais pas, vous avez probablement réalisé là, que M. Legault et toute son équipe ne veulent pas reconfiner le Québec parce que ce serait
ce serait un désastre économique. Alors, on tente tant bien que mal là, d'arrêter ou de stopper ou de prendre des décisions par rapport à des milieux qui sont plus en éclosion. Hier encore, on annonçait là, que les sports, à partir de demain jeudi, là, qui vont être sur la glace, sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Mais là, on cherche par tous les moyens d'essayer de trouver les milieux en éclosion, de fermer ces milieux-là et de rester, de laisser le reste aller. Pas évident. C'est pas évident. Vous savez, hier, on mentionnait là, que la décision du premier ministre, c'est pas facile pour lui. Et personne ne voudrait être à sa place pour prendre les décisions. Mais hier, on mentionnait là, qu'en Colombie-Britannique, c'est la directrice de la santé publique qui prend les décisions. Il y a une personne. Là, il y a beaucoup de monde. Il y a le ministre Christian Dubé, c'était sur TVA hier soir, où on mentionnait là, qu'il y a une directrice de la santé publique en Colombie-Britannique. Elle prend les décisions. Le politique n'est pas là. C'est vraiment cette personne-là qui prend les décisions, mais il y a une personne. Alors qu'ici, il y a beaucoup de monde concerné. Et vous savez, dans la caricature du Journal de Québec ce matin, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais plus il explique, moins on comprend. Et là, c'est le docteur Arruda, là, blablabla, etc., etc. Alors, ça définit bien là, qu'on prend des décisions au meilleur de leur connaissance, bien sûr, mais ça ne doit pas toujours être évident de vivre cette situation-là, et elle se vit au quotidiennement, et aussi le fait que les cas augmentent de jour en jour. Alors, quand est-ce que ça va stopper et retourner vers la baisse? C'est à suivre. Un financement de 959 000 $ disponible pour les organismes de bienfaisance qui luttent contre la COVID-19. Le service de police de Lévis qui demande l'aide du public pour retrouver Daniel Deslauriers. Donc, on collabore beaucoup avec les policiers des différents secteurs de chez nous, particulièrement la Sûreté du Québec, mais souvent la police de Lévis nous demande de collaborer à la recherche de certaines personnes ou encore de donner un coup de main par rapport à d'autres événements qui peuvent se produire pour le service de police de Lévis et bien sûr la Sûreté du Québec qui est sur notre territoire. Monseigneur Pierre Goudreau qui apporte ses commentaires concernant un texte du Saint-Père. Il nous a expliqué justement tous les chapitres de cette lettre encyclique publiée par le pape François au début du mois d'octobre. Le conseil de la MRC de Kamouraska qui rencontre Marie-Ève Proulx pour discuter des priorités régionales et relance sa cellule d'intervention COVID-19. Bien sûr, la vie continue et tous les maires, peu importe les municipalités, mais toutes les MRC qui représentent toutes les municipalités de comté, sont là pour continuer à faire des efforts pour que notre économie se poursuive. Pas évident, toujours, mais comme on est en zone orange, on a été justement exclus des zones rouges, alors qu'il y a des fermetures de restaurants, des fermetures de bars. Là, les gyms qui seront fermés à compter de demain. Pour nous autres, on est exemptés pour l'instant, mais il faut faire des efforts pour rester en zone orange. Et enfin, Conservation de la Nature Canada qui encourage la population à laisser les feuilles mortes au sol. Donc, il y en a qui seront contents de prendre ça parce que ce n'est pas toujours un travail facile que de ramasser les feuilles, mais on dit que ça peut être bon pour certains animaux, certains insectes. Voilà, c'est complète notre émission de ce mercredi 7 octobre. Je vous donne rendez-vous demain. On aura entre autres notre chronique culinaire. On annonce beaucoup de pluie au cours de la journée, donc soyez prudents sur les routes. Je vous invite à être là demain. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière
t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.